Président, messieurs les membres de l'Académie de médecine de France, merci beaucoup pour cette invitation et merci de votre confiance que vous m'avez fait pour venir parler de ce sujet brûlant que sont les innovations thérapeutiques médicamenteuses dans la prise en charge du cancer de l'ovaire. Mais avant toute chose, je voudrais vous rappeler qu'on ne parle plus maintenant de cancer de l'ovaire, mais de différents types de cancer de l'ovaire. En effet, les progrès de l'histologie et de la biologie moléculaire nous ont montré qu'il n'y a pas un seul type de cancer, avec des problèmes de sensibilité aux drogues, des problèmes de prise en charge chirurgicale et des problèmes de survie qui sont complètement différents. Quoi qu'il en soit, 80% des cancers de l'ovaire épithéliaux sont des cancers dits séreux de haut grade, dans lesquels les analyses moléculaires du TCGA nous ont montré que 50% d'entre eux ont des anomalies de la recombinaison homologue, notamment au travers des gènes BRCA1 et 2, mais aussi au travers d'autres gènes comme ATM, ATR, Fanconi, etc. Et cette population-là est particulièrement importante et particulièrement intéressante à aborder aujourd'hui, puisque c'est dans ce groupe-là où nous allons trouver la meilleure efficacité des inhibiteurs de PARP. Pourquoi ? Parce que les inhibiteurs de PARP, en bloquant la réparation monobrin de l'ADN, vont induire lors de la réplication des cassures double brin qui, lorsque vous êtes dans un système où cette réparation-là est altérée, vont conduire à la mort cellulaire et donc à la destruction de la cellule cancéreuse, qui est exactement ce que nous attendons aujourd'hui pour la lutte pour les cancers de l'ovaire. Quoi qu'il en soit, 3 molécules ont aujourd'hui prouvé leur efficacité, je vous le montrerai au travers d'essais publiés. 2 sont en cours d'exploration, avec probablement de l'intérêt sur le talazoparib, un peu moins sur le veliparib, qui pour l'instant n'a pas encore réellement montré des signaux d'efficacité très puissants. Quoi qu'il en soit, lorsque l'on a regardé l'efficacité de ces drogues, notamment l'olaparib, pour les cancers de l'ovaire, on s'est rendu compte d'une réelle efficacité, particulièrement chez les patients qui avaient encore une sensibilité aux platines, mais aussi particulièrement chez les patients pour lesquels on retrouvait au niveau de la tumeur des mutations des gènes BRCA. Et partant de cette hypothèse, les essais thérapeutiques ont été conduits dans les populations sensibles aux sels de platine, et c'est là où aujourd'hui les inhibiteurs de PARP ont montré les résultats les plus prégnants. Nous avons l'étude, la Study 19, qui est une étude de phase 2 randomisée, qui a fait la preuve du concept. Toutes les patientes qui répondaient à un sel de platine, au-delà de la première ligne, ont pu être randomisées dans cet essai qui posait la question de la maintenance avec l'olaparib par rapport à un traitement placebo. Et vous le voyez sur la diapositive, l'odd ratio rapporté dans cette étude est tout à fait spectaculaire, avec un odd ratio autour de 0,35 pour l'ensemble de la population. Mais lorsqu'on a regardé plus particulièrement dans la population des patients ayant une mutation BRCA, vous voyez que l'odd ratio est autour de 0,20. 80% des récidives ont pu être diminuées, ont pu être éliminées grâce à l'olaparib par rapport au placebo. C'était des résultats dans le cancer de l'ovaire que l'on avait vu avec aucune drogue avant, y compris avec le platine, y compris avec le Taxol. Donc c'est vraiment une puissance extrêmement forte de cette molécule dans cette indication chez les patientes qui ont une mutation BRCA et une sensibilité aux platines. Ces résultats nous ont montré quelque chose qui va plaire au professeur Richard Villet, c'est qu'à 5 ans, 12% des patientes sous traitement n'ont encore pas progressé grâce à ce type de médicament. Ça veut dire qu'on est en train de changer les lignes, on est en train d'aller au-delà des données de la littérature qui étaient aujourd'hui rapportées grâce aux platines, grâce au taxane. Cette étude a été par la suite poursuivie avec une étude assez similaire, avec une autre molécule qui s'appelle le niraparib, où cette fois-ci, les investigateurs ont effectivement exploré l'efficacité dans la population des patients ayant une mutation de BRCA, mais vous le voyez aussi dans la population des patientes qui n'ont pas de mutation de BRCA, et là encore en situation sensible chez des patients qui ont répondu au sel de platine. L'étude rapportée dans le New England reporte exactement les mêmes résultats en termes d'efficacité dans la population des patients mutés BRCA. Vous voyez, l'odd ratio est à 0,27. Le bénéfice est énorme en termes de survie sans rechute.
Et de façon très intéressante, ils ont aussi montré un bénéfice de l'utilisation de ces molécules pour le groupe de patients qui ne présentent pas de mutation de BRCA. Certes, l'odds ratio est un peu moins important, mais vous voyez, il y a un bénéfice en survie sans rechute de l'ordre de 6 mois. Et vous savez que l'amélioration de la survie qui ont été présentées jusqu'à présent vient aussi du fait que chaque option thérapeutique donnée aux patients finit par augmenter les survies sans rechute ligne après ligne. Et comme l'a dit notre collègue tout à l'heure, on peut traiter les patients plusieurs années et ainsi augmenter leur survie grâce à ces nouvelles options. Cette étude a été suivie d'une troisième étude, cette fois-ci avec le rucaparib, qui pose les questions exactement de la même façon que précédemment, avec une stratification, vous le voyez cette fois intéressante, qui va au-delà de BRCA, qui pose la question de la recombinaison homologue dans sa globalité. Et dans cette étude, là encore, sont rapportés pour les patientes mutées BRCA exactement les mêmes résultats, la même amplitude d'odds ratio, la même amplitude de bénéfice en médiane de PFS. Et vous le voyez sur cette diapositive, pour les patientes qui n'étaient pas BRCA, vous avez deux groupes. Le groupe qui avait ce que l'on appelle une perte d'hétérozygosie, c'est-à-dire une anomalie du système de recombinaison homologue, et ceux qui n'en avaient pas. Et qu'est-ce que l'on a pu voir sur les données d'analyse en survie ? Eh bien, on voit un bénéfice dans les deux groupes. Certes, le bénéfice pour les pertes d'hétérozygosie est plus important que pour l'autre groupe, mais si vous regardez les odds ratios et la significativité clinique, vous avez d'une part 6 mois de bénéfice pour les patients qui ont une altération de la recombinaison homologue, mais vous avez aussi 3 mois pour ceux qui n'ont absolument pas d'anomalie identifiée aujourd'hui dans ce groupe. On est donc face à des molécules qui sont extrêmement efficaces, extrêmement similaires dans leur efficacité. Quelles sont les différences ? Eh bien, finalement, on les retrouve essentiellement sur la toxicité. Ce ne sont pas des médicaments comme le paracétamol. On a des effets secondaires, on a de l'anémie, on a des nausées, on a de la fatigue qui ont un impact potentiel sur la qualité de vie. Mais vous voyez, quand on compare les trois molécules, finalement, les profils de toxicité pour ces facteurs-là sont assez similaires. Après, on trouve des différences. On a par exemple de l'hypertension artérielle avec le niraparib. On a des toxicités hépatiques avec le rucaparib. On a plus de toxicité hématologique avec le niraparib, plus de diarrhée avec l'olaparib, ce qui seront peut-être un des moyens pour nous de définir quelle est la meilleure drogue pour le patient, plutôt en fonction de son profil de toxicité qu'autre chose. Quoi qu'il en soit, les études de qualité de vie sont assez rassurantes, pas d'altération de la qualité de vie par rapport au groupe placebo, essentiellement parce qu'on retarde la progression. Et si vous voyez qu'il y a quand même des variations en termes de dose réduction en fonction des drogues, 25% seulement pour l'olaparib, 66% pour le niraparib, à la fin, seuls 10% des patients vont arrêter le médicament parce qu'ils le considèrent comme étant trop toxique dans la situation de récidive, ce qui est plutôt favorable pour une nouvelle molécule. L'autre point intéressant, ça a été de montrer que ces médicaments pouvaient être efficaces seuls, y compris à la place de la chimiothérapie. Et c'est la première fois dans le cancer de l'ovaire que nous avons ce que l'on appelle un chémothérapie-free traitement, c'est-à-dire pour la première fois, le cancer de l'ovaire peut recevoir un médicament sans chimiothérapie avec des résultats qui sont ceux de la chimiothérapie dans cette indication et qui ouvrent donc d'autres portes, notamment les portes de la combinaison. Maintenant, chaque fois qu'on a une innovation thérapeutique, arrivent d'autres questions. C'est le propre des chercheurs. Et quelles sont les questions qu'on se pose aujourd'hui sur les inhibiteurs de PARP ? Eh bien, faut-il les donner à tous, puisqu'on a des bénéfices, vous l'avez vu, dans chacun des sous-groupes ? Faut-il sélectionner ? Et dans ces cas-là, sur quels tests allons-nous les sélectionner ? Je vous ai parlé d'HRD, mais quel type de test pour identifier l'HRD ? Puisqu'on a une efficacité dans tous les groupes, quel est l'intérêt maintenant ? Et ça, c'est très provocateur d'aller chercher la mutation BRCA, puisque au final, tous les patients peuvent en recevoir. Et enfin, quel est le futur de cette drogue ? Alors, je vais essayer de répondre en partie et vous donner mon point de vue. Vous avez vu au travers de la recombinaison homologue, BRCA1 et 2 sont des acteurs principaux. Mais il existe tout un tas d'autres gènes, comme RAD51, notamment PALB-B2, qui eux aussi impactent la recombinaison homologue. Et c'est probablement parce que ces gènes sont altérés que les inhibiteurs de PARP ont montré leur efficacité au-delà de BRCA. Donc il est intéressant d'aller chercher ce groupe de patients et d'en définir l'efficacité. On a plusieurs tests aujourd'hui qui sont à notre disposition. Nous avons soit les panels de gènes, on regarde gène
après gène. C'est assez lourd, mais en NGS, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable aujourd'hui. Ou alors, on se tourne vers les signatures, c'est-à-dire ces cicatrices qui sont le témoin des anomalies de la réparation, de la recombinaison homologue. Et principalement, c'est là où on retrouve les pertes des hétérozygoties, les problèmes de imbalance en termes de score télomérique ou des larges réarrangements chromosomiques. 2 tests sont commercialisés, Myriad, qui s'intéresse à différentes anomalies, et Foundation Medicine, qui regarde plus particulièrement le LOH. Ces 2 tests ont été utilisés dans les essais thérapeutiques que je vous ai présentés, avec le niraparib et le rucaparib. Mais qu'est-ce que l'on a pu voir au travers de ces tests? Je vous remontre la diapositive. Vous voyez que lorsqu'on a utilisé le test, on est sur l'HRD positif, on a un bénéfice qui est certes un peu plus important que lorsque le test est négatif, mais qui reste positif lorsque le test est négatif. Et là, je me tourne vers l'académie. C'est une question très importante. Est-ce que l'on va choisir des tests à 1 500 € pour identifier des groupes où on sait que, malgré le résultat négatif, certains patients pourraient en bénéficier, ou doit-on élaborer des tests qui ne définissent que les patients pour lesquels l'amplitude est satisfaisante, et dans ces cas-là, qui déterminera la satisfaction de cette amplitude? Enfin, au travers de ces résultats, on peut aussi se demander si, au-delà de Foundation Medicine, au-delà de Myriad, qui sont des tests onéreux, la sensibilité aux platines, qui est le bon sens clinique de ces essais thérapeutiques, n'est pas le meilleur test aujourd'hui pour définir l'efficacité de ces médicaments. Dernier point, faut-il réaliser un test BRCA? Eh bien, en fait, si. Malgré ces résultats qui semblent montrer un bénéfice dans l'ensemble de la population, vous devez rester fidèle à cette recherche pour plusieurs raisons. D'abord, BRCA va vous montrer que la patiente a un pronostic différent, un pronostic meilleur, une sensibilité aux platines différentes qui va vous faire décider ou non de réintroduire les platines, d'utiliser un PARP, de soutenir le patient dans sa compliance au traitement, parce que plusieurs années d'inhibiteurs de PARP, ce n'est pas anodin. Quand vous savez que le bénéfice est maximal, ça sera plus facile pour vous de soutenir les patients. Vous devez aussi faire ce test au niveau germinal pour trouver cette anomalie qui a des conséquences familiales et qui a des conséquences aussi pour un deuxième cancer. On a maintenant dans les cancers de l'ovaire, avec l'amélioration de la survie, très clairement, on voit de plus en plus de cancers du sein secondaires parce que les femmes ont eu le temps de faire un deuxième cancer. Il est donc important de maintenir dans nos pratiques la recherche du test BRCA. L'autre chose importante à savoir, 8% des patients ont une mutation BRCA somatique, c'est-à-dire au niveau de la tumeur et non pas au niveau germinal. Et ces mutations ont montré qu'elles avaient une sensibilité aux inhibiteurs de PARP aussi importante que les mutations germinales. Il est donc très important de les rechercher. Nous avons en France un système de capture de cette information grâce au travail avec les oncogénéticiens, où on recherche en parallèle la mutation au niveau germinal et au niveau somatique quand on est en situation de rechute, parce qu'on se doit d'avoir l'information le plus vite possible. Avec tout ça, comment décider? C'est une nouvelle option. Eh bien, il faut la recadrer, et notre collègue chinois l'a très bien dit, dans la prise en charge globale de la pathologie, tenir compte des autres options, notamment l'utilisation des autres chimiothérapies, du bevacizumab, savoir se rappeler que le patient, en cas de récidive, est dans une situation de non-curabilité, où la qualité de vie doit être balancée avec la toxicité de nos traitements, et bien sûr tenir compte des labels qui, malheureusement, ne sont pas toujours les mêmes d'un pays à l'autre. Je voudrais ainsi vous rappeler la prise en charge que nous avons, telle qu'elle est organisée en France aujourd'hui, avec maintenant la place de la chirurgie en rechute, mais aussi en fonction de l'utilisation du bevacizumab en première ligne ou non, la position des inhibiteurs de PARP, et aussi l'apparition probable bientôt des inhibiteurs de PARP en première ligne. Enfin, quel est le futur pour ces molécules? Le futur, eh bien, c'est probablement la première ligne, et la France vient de terminer un essai international, PAOLA 1, qui justement pose la question des inhibiteurs de PARP en première ligne, en combinaison avec le bevacizumab.
Il y a des molécules d'intérêt pour lesquelles on pense que la synergie est très forte avec les inhibiteurs de PARP. Ce sont d'une part les anti-angiogéniques, les immune checkpoints. En effet, les patients qui ont des mutations BRCA au niveau tumoral ont très souvent une sensibilité aux immune checkpoints plus intéressants. Il faut qu'on trouve les mécanismes de résistance parce que maintenant on voit apparaître des résistances aux inhibiteurs de PARP, se poser la question de réintroduire un PARP après un PARP et bien sûr les autres tumeurs comme le cancer du sein, le cancer de la prostate qui ont montré des anomalies similaires au cancer de l'ovaire pour lequel les PARP pourraient être intéressants. Je vous remercie de votre attention et je vous attends à Lyon l'année prochaine pour un congrès dédié au cancer de la gynécologie.